Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à Kali Linux, dans laquelle nous allons parler de Metasploit. En 2003, le consultant en sécurité des systèmes d'information HDMOR a développé les prémices du framework Metasploit. Loin de lui l'idée de vouloir créer un tel outil ainsi qu'une telle communauté. HD a simplement souhaité créer un cadre flexible pour le maintien des exploits qu'il utilisait au cours de ses audits de sécurité. En effet, les exploits nécessitaient d'être continuellement travaillés afin d'être exécutés sur différentes cibles, ce qui lui faisait perdre énormément de temps de manière récurrente. De cette volonté de gain de temps est apparue la première version de Metasploit, développée en Perl en 2003 et intégrant 11 exploits. Dès lors, le projet Metasploit n'a cessé d'évoluer et de proposer de nouvelles fonctionnalités avec l'intégration de 19 exploits et de 27 payloads en 2004 pour la version 2.0. Recevant un important soutien de la part de la communauté, plusieurs consultants en sécurité des systèmes d'information tels que Matt Miller ou encore Spoon ont rapidement rejoint le projet, lui permettant de devenir rapidement un outil incontournable pour les audits de sécurité. En 2000 ou à partir de 2007, Metasploit n'est plus simplement un ensemble de scripts, mais devient réellement un framework dont l'architecture logicielle a été pensée et retravaillée pendant 18 mois. Ce tournant marque la fin de l'utilisation du langage Perl au profit de Ruby pour la version 3.0 de Metasploit. Le 20 octobre 2009, la société Rapid7, leader dans l'outil de scan de vulnérabilité, rachète Metasploit. Ce rachat a laissé la possibilité à HDMOR de se focaliser sur le développement du framework pour en faire l'outil que nous connaissons aujourd'hui. Bien que le rachat fut initialement mal perçu par la communauté, il a réellement permis l'essor du projet, qui est passé de 17 contributeurs en 2009 à plus de 150 contributeurs à l'heure actuelle. Depuis, Metasploit ne cesse d'évoluer et d'intégrer de nouveaux exploits, payloads, etc., que ce soit grâce à la communauté ou bien grâce à Rapid7. Différentes versions, bien sûr, du projet sont disponibles. En France, les tests d'intrusion sont encadrés par un cadre légal relativement important. En effet, plusieurs articles du Code pénal mettent en évidence les délits informatiques à l'encontre des systèmes de traitement automatisé de données, donc les STAD. Le Code pénal, article 323-1, qui dit « Le fait d'accéder ou de maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un STAD ou un STAD est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » Frauduleusement est le terme le plus important au sein de cette phrase. En effet, avant la réalisation des tests d'intrusion, clients et auditeurs doivent se mettre d'accord sur le périmètre à auditer, ainsi que sur les actions à faire ou ne pas faire. Ainsi, le mandat d'autorisation est l'élément permettant à l'auditeur de se dégager de toute responsabilité vis-à-vis de l'audit de sécurité. En effet, s'il y a autorisation, il ne peut y avoir fraude. En France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a également mis en place la qualification PASI, ayant pour but d'accroître la qualité des audits de sécurité en imposant certains critères qui sont garantis par la réalisation d'une prestation qualifiée conforme au référentiel PASI. Et PASI, c'est prestation d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants. Donc, garantie de compétences des auditeurs en charge de l'audit, garantie de déontologie, de protection et de confidentialité des données, rapports et documents échangés, garantie d'une méthodologie appropriée aux audits de sécurité et recours possible auprès de l'ANSSI si la prestation réalisée s'avère non conforme au référentiel PASI. Néanmoins, la certification PASI ne permet pas d'éviter la signature de mandat d'autorisation à la réalisation des tests entre les parties prenantes.
Depuis sa première version en 2003, Metasploit n'a cessé d'évoluer, devenant le framework d'exploitation le plus complet et le plus utilisé grâce à la facilité d'utilisation des différentes options, interfaces ou encore utilitaires. La terminologie utilisée est la suivante: exploit, payloads, auxiliary, encodeur, listener, bin shell et reverse shell. Un exploit est un bout de code permettant à un attaquant ou un auditeur d'exploiter une faille de sécurité au sein d'un système informatique cible. Un exploit peut être utilisé contre une machine distante, on parlera de la notion de remote ou remote exploit, ou bien sur la machine sur laquelle se situe l'attaquant, et on parle de la notion de local exploit. Les conséquences relatives à cette exploitation varient en fonction de la vulnérabilité, pouvant aller de la compromission du système au déni de service, DOS, en passant par l'élévation de privilèges. Payload. Le payload correspond à la charge malveillante exécutée par l'exploit. Cela peut aller de la création d'une connexion entre la machine de l'attaque et la machine cible, exemple à travers du bin shell ou du reverse shell, pour des connexions futures, à l'exécution d'une commande simple en passant par l'ajout d'un utilisateur sur le système cible. Les auxiliaires. Une certaine ou une centaine d'auxiliaires sont présents au sein du framework Metasploit. Ils ont divers objectifs tels que permettre de réaliser des scans, des écoutes réseau ou même du fuzzing. Encodeur. Le jeu du chat et de la souris entre les attaquants et les défenseurs est perpétuel. Afin de pallier la mise en place d'antivirus, IDS, ou d'IDS, intrusion détection système, pouvant permettre la détection des charges utiles, la notion d'encodeur a été mise en place. Un encodeur permet de modifier la charge de manière à ce qu'elle ne soit plus connue des différents moyens de protection mis en place du côté des défenseurs. Les listeners. Un listener est un composant en attente d'une connexion, comme son nom l'indique, entrante par le payload d'un exploit, qui peut être la création d'une connexion distante de la machine victime vers celle de l'attaquant, ce qui nécessite l'utilisation, dans ce cas, d'un listener. La notion de poste. Une fois l'exploitation d'une vulnérabilité effectuée, les postes ou encore modules de post-exécution permettent de récupérer le maximum d'informations sur le système compromis ou bien permettent un accès privilégié à l'attaquant. Bin shell et reverse shell. Bien que cela ne soit pas spécifique au framework Metasploit, il est également nécessaire de présenter la différence entre les payloads de type bin shell et les payloads de type reverse shell, qu'on peut consulter éventuellement au niveau de notre console si on se connecte. Je change d'identité, je passe en route. Juste vérifier que je n'ai pas une deuxième fenêtre ouverte. Donc on ouvre notre console MSF. Un bin shell permet à la machine de l'attaquant d'établir une connexion en direct avec la machine cible sur un port spécifique. Pour ce faire, la machine ainsi que le port doivent être accessibles par l'attaquant. A l'inverse, comme son nom l'indique, un reverse shell, quant à lui, permet d'inverser les rôles. Ainsi, c'est la machine cible qui établit une connexion à la machine de l'attaquant sur un port en écoute. Ce type de shell est particulièrement utile pour exploiter les machines se trouvant derrière un NAT, Network Address Translation, et donc non accessible directement par un attaquant depuis Internet. Donc on peut vérifier l'ensemble des shells présents sur la version qu'on a, donc Search Meter Preter. Bon, on va s'intéresser à du bin shell. Donc on en a pas mal, on IPv4, on IPv6, on aura l'occasion de les détailler. Et de type reverse shell. Pareil, on en a
pas mal. Hein. WinHTTP, TCP, UID, RC4, etc. On reviendra sur cette console un peu plus tard. Alors, l'interaction donc avec une machine cible nécessite bien sûr la connaissance de 3 éléments indispensables. L'adresse IP, les fondamentaux, le numéro de port et le protocole utilisé pour savoir si on a affaire à du TCP ou à de l'UDP. Sans ces informations, impossible de se connecter ou de contacter un service qui est en écoute. Le protocole utilisé sera usuellement directement spécifié au sein du module à utiliser. Donc les deux autres informations, c'est-à-dire l'adresse IP et le port, doivent impérativement être spécifiées grâce aux variables rhost et rport. Et rport, remote host et remote port, désignant respectivement donc l'adresse IP de la machine cible, rhost pour remote host, et son port, rport pour remote port. Les numéros de port ne changent que très peu. Habituellement, comme on le sait, SSH écoute sur le port 22, FTP écoute sur le 21, etc. Il est fréquent que le port de destination soit déjà spécifié au sein du module. Il reste tout de même possible de le modifier, comme nous le verrons un peu plus tard. Il existe donc une différence importante entre les modules fonctionnant de manière bind et les modules fonctionnant de manière reverse, la machine cible ayant pour action d'initier une connexion à la machine de l'attaquant qui doit disposer de ces informations. Pour cela, il est nécessaire de spécifier la variable, cette fois-ci, lhost et lport. Lhost pour localhost et lport pour local port, qui désigne donc respectivement l'adresse IP de la machine de l'attaquant et le port sur lequel la machine ou cette machine écoute. Certains modules permettent également d'utiliser la variable rhosts avec un S à la fin. Cela signifie que ces modules peuvent prendre en paramètre plusieurs adresses IP afin de faire de l'exploitation massive pour ces machines ou pour ces adresses IP. Ce point de vue, on l'abordera un peu plus tard. Donc on va se familiariser avec le système de fichiers, les interfaces utilisées. Donc je reviens sur ma console. Je vous ai préparé un petit fichier qui comporte toutes les commandes qu'on va taper, que je vais vous mettre aussi dans les commentaires ou à la suite de cette vidéo. L'objectif est de parler du système de fichiers avant de commencer à présenter les diverses interfaces dont dispose le framework Metasploit. Nous allons donc aborder les différents éléments présents au sein de ce système de fichiers. Cela permettra de comprendre comment fonctionnent les différents affichages au sein du framework et même de faire certains changements en cas de besoin. Alors, le dossier principal qui stocke les fichiers spécifiques à Metasploit, c'est celui-ci. Donc on va afficher le contenu du dossier ls-l d'une manière détaillée, usr share Metasploit framework. Dans ce dossier, on trouve l'ensemble des sous-dossiers contenant les éléments spécifiques à l'utilisation de Metasploit. Donc, afin de bien comprendre le fonctionnement du framework, il convient de se rendre dans le dossier module. Donc, le dossier module, j'ajoute un petit lien, ou plutôt un petit chemin, en complétant donc mon chemin initial par le sous-dossier module, qui contient l'ensemble des exploits, contenant principalement donc les exploits, les payloads, les auxiliaires, ainsi que les postes. Alors les postes, on peut les trouver dans la partie module. Je vais copier-coller parce que j'ai tapé toutes les commandes tout à l'heure. Donc,
pour l'ensemble des modules, on peut les trouver dans le dossier module. Dans ce dernier, on trouve les exploits au sein du dossier exploit. Donc ces derniers sont triés par système d'exploitation, comme on le voit à l'intérieur de ce dossier. Dans le dossier multi sous-exploit, on peut trouver des exploits pouvant fonctionner sur plusieurs systèmes d'exploitation. Il s'agit souvent de services MySQL, SSH, Samba, de langages de programmation PHP ou encore d'exploits contre des navigateurs. Nous reviendrons sur l'exploitation handler.rb, .ruby, particulièrement utile dans de nombreux cas. Enfin, il convient de préciser que les exploits présents au sein des différents répertoires peuvent affecter tant le système d'exploitation lui-même qu'un logiciel fonctionnant sur ce système. Donc ce qu'on trouve à l'intérieur, ce n'est pas forcément spécifique aux OS, même donc on peut définir ou mettre en place des exploits concernant des utilitaires ou des logiciels compatibles ou qui fonctionnent sous ces systèmes d'exploitation. Ainsi, au sein du répertoire exploit Windows par exemple, il existe encore une répartition des exploits afin de les catégoriser au maximum et de simplifier ainsi le travail d'intégration des exploits. Au sein du répertoire par exemple SMB, serveur message block, se trouve l'ensemble des exploits au format Ruby, donc l'extension lavoie.rb, tirant parti de vulnérabilités au sein du protocole de partage SMB serveur message block. Il est alors possible d'afficher ou même d'éditer l'ensemble des modules du framework Metasploit. Par exemple, on peut s'intéresser à l'affichage cat ou SMB MS08. Il est possible donc d'afficher donc le contenu de ces fichiers, comme je disais. Donc, qu'est-ce qui a été codé à l'intérieur? L'un des auteurs de cet exploit, c'est HDM, n'est que d'autre que HDMore, le créateur de Metasploit. Les payloads, on les trouve dans les dossiers modules payload cette fois-ci. Donc, si on affiche, on trouve deux types ou trois dossiers à l'intérieur de ce dossier. Au sein des payloads, donc deux sous-dossiers sont particulièrement intéressants, singles et stagers. Ces deux types de payloads sont différents dans leur conception, alors qu'ils peuvent tout à fait exécuter les mêmes actions. Les payloads singles sont envoyés dans leur totalité à la machine de la victime. En effet, dans ce cas de figure, les payloads contiennent l'ensemble des informations nécessaires pour exécuter la charge utile. Les payloads stagers sont envoyés à la machine de la victime en deux temps. Donc le premier temps correspond à l'envoi d'un payload primaire, le numéroté 0, on va appeler le payload 0, créant simplement une connexion entre la machine de l'attaquant et celle de la victime. Et dans un deuxième temps, le code à exécuter est envoyé au travers de la connexion initialement créée avant d'être exécuté en mémoire côté victime. Ce type de payloads est privilégié dans l'exploitation de binaires avec un espace pour les shellcodes relativement restreint. Les auxiliaires. Alors les auxiliaires, on les trouve pareil, donc la même politique au niveau de auxiliary ou du dossier auxiliary, comme expliqué la partie terminologie. Les auxiliaires permettent de réaliser diverses actions telles que le scan de port, la connexion à un service distant afin de vérifier la présence d'utilisateurs par défaut, etc.
De manière générale, alors que les exploits permettent de compromettre le système grâce à la présence d'une vulnérabilité au sein d'un service, les auxiliaires, quant à eux, peuvent permettre de compromettre le système cible grâce à l'exploitation d'une mauvaise configuration. Tout comme les exploits, on trouve les scanners, les auxiliaires sont très bien catégoriés. Hein. On trouve la catégorie scanner qui est l'une des plus fournies. Hein, donc on peut consulter par exemple en regardant le contenu du dossier scanner SSH Secure Shell pour trouver tous les scripts éventuellement Ruby qu'on pourra utiliser. Les encodeurs, donc les encodeurs présentent également une partie non négligeable lors de l'exploitation de vulnérabilités ou lors de la génération de charges malveillantes que devront exécuter les clients. Les encodeurs qu'on peut consulter dans le sous-dossier encodeur sous module. L'encodage, à ne pas confondre avec le chiffrement, permet de modifier la charge utile afin que cette dernière ne soit plus reconnaissable par un éventuel outil de sécurité présent sur la machine antivirus ou sur les réseaux IDS ou IPS. Par exemple, l'encodeur PHP base qu'on va éditer. On va consulter. Voilà. Certains encodeurs sont plus avancés que d'autres, hein, permettant d'accroître la furtivité de la charge utile. Donc la colonne rank indique la qualité de l'encodage. Donc si on repart sur notre console, la commande show sera abordée quand on avancera un petit peu au niveau de l'exploitation de Metasploit. Show encoders. Les différents encodeurs qu'on peut utiliser. La colonne rank sera abordée à la section suivante parce qu'elle représente des informations, une indication importante. Les NUPS, NOPS, les NUPS comme les encodeurs, les NUPS pour dire no opération, permettent de contourner des protections antivirus ou bien des IDS IPS standards grâce à l'ajout d'instructions ne réalisant absolument rien, mais modifiant la charge malveillante. Donc les NUPS qu'on trouve aussi sous notre dossier module NUPS tout simplement -L. Donc NUPS. Voilà, donc on a fait le tour de cette arborescence, de système de ce SGF, hein, donc le système de fichiers utilisé par Metasploit. On aura l'occasion de parler des différentes consoles à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.